Salut les topiens! Il y a quelques jours, il y a une information qui est passée un peu inaperçue. C'était la validation de ce qu'on appelle la phase 5 du développement de Val d'Europe. Val d'Europe, vous le savez, c'est cette sorte d'agglomération qui a été spécifiquement créée pour l'arrivée d'Euro Disney et qui comprend plusieurs communes et qui est co-gérée à la fois par des élus, l'État, mais aussi la présidence d'Euro Disney. C'est passé inaperçu et pourtant c'est déterminant dans le développement de la Walt Disney Company et qui, à travers la validation de cette phase 5, dévoile ses ambitions, à la fois bien sûr pour l'agglomération, pour Val d'Europe, pour les habitants, mais aussi bien sûr pour son propre business, c'est-à-dire le développement de son offre de restauration, d'hôtellerie et d'attractions. Cette phase 5 qui a été donc validée et présentée à la population, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit des engagements d'abord liés au développement du Val d'Europe, c'est-à-dire la construction de logements familiaux, et ça comprend notamment 200 résidences. Il y a aussi la réalisation de 55 nouveaux équipements publics, à la fois pour le sport, la culture, l'enfance et l'éducation. Et puis, il y a un engagement du côté d'Euro Disney sur le nombre de visiteurs que doit atteindre la destination d'ici 2040. D'ici 2040, le resort s'engage à passer de 16 à 30 millions de visiteurs. Et on reviendra sur cette information juste après, c'est un détail qui a son importance. Il y a aussi la création de 810 chambres d'hôtels supplémentaires. Ça veut donc bien dire que des hôtels Disney sont en cours de développement créatif. Par ailleurs, ces hôtels étaient déjà prévus dans la phase 4. Et enfin, il y a des engagements environnementaux. Pourquoi le nombre de visiteurs m'interpelle ici? En réalité, c'est l'information la plus importante donnée dans cette validation de la phase 5. Aujourd'hui, la destination accueille environ 15 millions de visiteurs. Espérer atteindre les 30 millions de visiteurs, ça se fera notamment par l'augmentation de la capacité des parcs, c'est-à-dire la création de nouveaux espaces thématiques qui comprendraient des nouvelles attractions. Et avant de revenir au cœur du sujet, il faut revenir en arrière pour comprendre pourquoi Euro Disney est obligé de faire valider ces phases, de faire des avenants à ce qu'on appelle la Convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disney en France, qui à chaque fois qu'un avenant est signé directement au sommet même de l'État, c'est-à-dire à Matignon, dans les cabinets du Premier ministre. Tout ça est très administratif, mais ça nous permet de comprendre quelle est la direction qui va être donnée au resort. Cette fameuse convention, elle a été signée le 24 mars 1987 par le Premier ministre de l'époque, c'était Jacques Chirac, et de l'autre côté, le président de la Walt Disney Company, c'était Michael Eisner. Cette convention, elle engage à la fois Euro Disney sur une sorte de cahier des charges de développement, de business, qui est cadré par l'État, et de l'autre, elle engage aussi l'État. Mais pour résumer la situation, Jacques Chirac voulait vraiment que la Walt Disney Company s'installe en France et a clairement favorisé l'arrivée d'Euro Disney avec une convention qui est très largement en faveur de la Walt Disney Company. Bien que très favorable à Euro Disney, cette convention a fini par se retourner contre Euro Disney et impacte encore aujourd'hui le business d'Euro Disney. Donc cette convention, elle est signée par les pouvoirs publics français, la Walt Disney Company, et à chaque fois qu'il y a un avenant ou qu'une phase est votée, tout ça se négocie avec les pouvoirs publics, les élus et le cabinet du Premier ministre. Euro Disney devait s'engager à construire les parcs à thème, à construire le Disney Village, les hôtels, il y avait aussi le golf à l'époque. Disney devait aussi s'engager à promouvoir la culture française, chose qu'ils ont faite au début du développement du resort, chose qu'ils font beaucoup moins aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'on a eu un Discoveryland qui était très tourné sur l'univers de Jules Verne, qui avait beaucoup plus la mise en avant de la langue française dans les attractions. C'est pour ça aussi qu'il y avait Liberty Arcade, qui était cette arcade couverte, vous savez, sur Main Street qui rend hommage à l'amitié franco-américaine. Et puis de l'autre, vous aviez les engagements de l'État, des pouvoirs publics. Eux, ils devaient connecter le resort et ils ont fait le job assez vite, donc avec l'arrivée de la gare TGV, de la gare RER. Et en fait, cette convention qui est très favorable à Disney, qui n'engage vraiment Disney sur pas grand-chose de concret à part construire un parc à thème, mais ce qui était leur ambition d'origine, eh bien cette convention s'est quand même retournée contre Disney, puisqu'il y avait dès le départ, dans cette fameuse convention, le projet de construire un second parc à thème. Problème, Disneyland Paris a coulé la Walt Disney Company à l'époque de son ouverture, et là, les pouvoirs publics ont paniqué, parce qu'ils entrevoyaient la fermeture ou alors la vente du resort à un autre acteur. Et donc, il y a une sorte de réflexe français qui a consisté à dire « il faut se dépêcher » de construire ce second parc. Ils ont accepté de retarder l'ouverture. C'était la solution pour relancer le resort, d'ouvrir ce second parc. Et de l'autre, la Walt Disney Company s'est sentie obligée de l'ouvrir parce qu'il ne fallait pas en plus qu'avec ce fiasco économique qui est un fiasco d'image. Et donc, ils ont fini par ouvrir le Walt Disney Studio. Enfin, par.
ouvrir le Walt Disney Studio. Parce que si vous étiez des visiteurs de ce parc à l'époque, vous saviez, vous comme moi, que ce parc n'était pas un véritable parc à thème. Il y avait à la fois très peu d'attractions, il y avait très peu d'espace, un projet à peine entamé qui portait le nom d'un parc et qui faisait croire qu'il en était un, mais en réalité, on entrait là dans une période de 20 ans de rattrapage autour de ce parc à thème. Un développement qu'on subit encore aujourd'hui, qui a un impact sur la qualité de visite des visiteurs et qui ne permet pas à Disneyland Paris pour le moment d'exploiter son deuxième parc comme étant un vrai deuxième parc. D'ailleurs, d'un point de vue tarification, c'est un des seuls seconds parcs Disney qui n'a pas exactement le même tarif que le premier parc. Preuve qu'en fait, il n'est pas encore terminé après toutes ces années. Et donc, souhaitant terminer ce second parc et ne souhaitant pas reproduire les erreurs du passé, Disney a fait signer un avenant qui est passé un peu inaperçu, c'était en 2020, juste avant la pandémie mondiale, et il retarde la création d'un troisième parc Disney jusqu'en 2036. Et par ailleurs, ça ne veut pas dire que le parc doit être construit en 2036, c'est qu'on doit se décider avant 2036 sur la création d'un troisième parc. Si Disney décidait de ne pas le construire, ça voudrait évidemment dire qu'il faudrait donc faire un nouvel avenant à la convention et que donc l'État pourrait potentiellement récupérer ces terres aussi pour les donner à quelqu'un d'autre, ce que Disney ne veut surtout pas. Surtout depuis que le resort fonctionne mieux. Et c'est vrai que depuis que Natasha Rafalski dirige le resort, on peut lui reprocher beaucoup de choses, et la liste est longue, mais elle a le mérite d'avoir stabilisé financièrement le resort et d'avoir créé un véritable modèle économique qui permet de défendre de vrais résultats. D'ailleurs, en ce moment, Disneyland Paris porte la division internationale des parcs Disney, ce qui est d'ailleurs en soi un peu inquiétant, parce qu'en fait, Walt Disney World ne fait pas les résultats prévus. Et donc, cet avenant, qui est signé en 2020, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si Disneyland Paris n'atteint pas les 20 millions de visiteurs en 2036, alors on pourra à nouveau reporter la création du troisième parc, ce qui sera accepté par les pouvoirs publics qui sont très rassurés de voir que enfin Euro Disney fonctionne. Et donc cette création pourrait être reportée en 2040. Sauf que ce qu'on a appris là, c'est que d'ici 2040, la destination projette de passer de 16 à 30 millions de visiteurs. C'est la première fois que dans une phase, Euro Disney revient avec des ambitions plus fortes que d'habitude, où à chaque fois, en fait, ils essayent plutôt de faire des avenants pour retarder l'ouverture de ce troisième parc. Tout simplement parce que Euro Disney prévoit à la fois que son business va continuer à bien fonctionner, mais surtout prévoit probablement d'augmenter la capacité de ses parcs, en proposant de nouvelles attractions au Walt Disney Studio avec l'ouverture du World of Frozen, du Roi Lion, et ils pensent tous que ça va les conduire à cet objectif dont on parle ici. Et par ailleurs, on sait aussi que désormais, la Walt Disney Company réinvestit beaucoup d'argent dans sa division parc, ce qui prévoit probablement de nouveaux investissements, à la fois au Walt Disney Studio, mais aussi peut-être dans le premier parc qui n'a pas connu d'extension depuis belle lurette. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a une sorte de vent d'optimisme qu'on ressent là dans ce vote autour de cette phase 5 du développement du Val d'Europe. On voit clairement que les ambitions sont revenues, on voit que le resort peut enfin tenir ses promesses. Et donc 2036 reste cette année butoir avant de prendre la décision de la création de ce troisième parc. Ce troisième parc, où est-ce qu'il se situe ? C'est très simple, vous le voyez sur cette image, c'est l'énorme trou qu'il y a là dans l'image. C'est ici qu'il a toujours été prévu. Donc c'est un site bien évidemment qui est non utilisé et qui avait été cédé à Euro Disney dans l'objectif de la création de ce resort. S'il y a une forte augmentation d'affluence aussi à Disneyland Paris, l'enclenchement de la création de ce troisième parc pourrait arriver encore plus vite. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais des vidéos sur l'Extopia. Je n'ai jamais fait une seule vidéo qui traitait entièrement de ce troisième parc dont on ne sait rien. On sait juste où est-ce qu'il est situé. De temps en temps, on voit qu'il y a un peu d'activité dans ces zones-là pour la préparation en fait des travaux, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, il y a aussi de la terre qui est amenée sur place, il y a aussi un petit peu de plantation. Mais d'un point de vue créatif, on ne sait pas du tout ce que les parcs Disney ont l'intention de développer. On ne sait pas si c'est une création originale. On serait aussi l'un des seuls resorts dans le monde à créer un troisième parc. Preuve sans doute aussi que la convention à l'époque était probablement trop ambitieuse et que les parcs Disney ont souhaité se développer trop massivement à l'étranger, et alors que la stratégie d'Universal dès le départ était plus prudente avec des resorts plus petits et qu'un seul parc en fait partout où ils s'installent à l'étranger. Les seuls parcs Disney qui existent déjà, qui pourraient être créés, eh bien vous avez d'un côté Epcot, qui aurait pu être créé d'ailleurs à la place du Walt Disney Studio, et puis de l'autre vous avez Disney Animal Kingdom. On pourrait aussi créer une version de Tokyo Disney Sea, et puis ça pourrait être une création originale. Mais tout ça fera peut-être l'objet d'une vidéo complètement consacré à ce parc. En tout cas, ça fait rêver et on est probablement une des seules communautés au monde à vouloir
aller le plus vite dans le temps, dans 5-10 ans, parce que c'est vrai que les développements des parcs et des attractions peuvent être très longs, surtout à Disneyland Paris, et donc on a envie parfois de vieillir plus vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et bien entendu, toujours très hâte de suivre le développement de Disneyland Paris, qui est mon home park, et d'ici que ce troisième parc ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!